Et si je vous disais que vous pouvez acheter un studio à Paris pour la somme de 4 000 €? Vous me répondriez sans doute, Guillaume, tu te moques de nous, et vous auriez raison. Vous dire cela sérieusement reviendrait à faire ce que j'ai pour habitude d'appeler vivre en théorie. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons étudier la vente d'un studio à Paris mise à prix 4 000 €, mais vous l'avez compris, la mise à prix n'est absolument pas synonyme de montant d'adjudication ni de prix de vente. Je vous propose de voir ça tout de suite. On va étudier ensemble les documents, les avantages et les inconvénients de ce dossier, de ce bien, quels sont les problèmes à résoudre et peut-être pourquoi il est intéressant d'aller enchérir sur celui-ci. Je suis Guillaume Virondeau, ancien huissier de justice, désormais coach et formateur immobilier, spécialiste des enchères immobilières. Auteur du livre Enchères immobilières, les secrets pour réussir et s'enrichir, j'accompagne les investisseurs qui souhaitent se diversifier et exploser leur plafond de verre grâce aux enchères. Sur cette chaîne, tu découvriras du contenu qui te permettra de tout comprendre à l'univers des enchères judiciaires. Et nous voilà de l'autre côté de mon écran. Nous sommes sur le site avosventes.fr et nous allons pouvoir consulter les informations sur le bien à la vente et les différents documents qui sont disponibles sur ce bien. Donc il s'agit d'un studio à Paris qui est situé dans le 18e arrondissement, 5 rue de Sophia, 6 rue Boissieu, quartier de la Goutte d'Or. On a le numéro de la parcelle cadastrale. Ici, ça n'a que peu d'importance puisqu'il s'agit d'un appartement. Cet appartement est un studio qui est le lot numéro 26 de la copropriété. Il est situé au premier étage et la porte est face sur le palier de l'escalier. Il est composé d'une pièce principale avec coin cuisine, une salle d'eau avec toilette. C'est un bien qui mesure près de 15 mètres carrés et qui est occupé. On va voir dans quelles conditions en allant étudier les documents. Ici, on a déjà un certain nombre d'infos. Il est donc mis à prix 4 000 €, ce qui, je vous le rappelle, n'est pas du tout un indicateur du prix auquel il va se vendre. Les frais préalables sont de 8 215,64 €. Ici, c'est génial parce qu'on les a déjà, ce qui n'est pas habituel dans la mesure où les visites ne sont pas passées. Et vous voyez que j'étudie un dossier qui vient à la vente le 7 mars. La visite est le 4 mars entre 12 h et 13 h, ce qui vous laisse largement le temps de vous positionner dessus, de finaliser vos études et de vous positionner dessus après cette vidéo. Je vous le disais, le fait d'avoir les frais préalables à ce moment-là et si tôt dans la procédure, c'est un avantage et c'est surtout rare. Ça signifie que l'avocat a déjà fait le compte. Habituellement, il attend que les visites soient passées pour faire le total des frais préalables, qui sont les frais de procédure, et il vous les donne quelques semaines ou quelques jours seulement avant la vente. Allez, sans plus attendre, allons voir les documents. Donc la fiche, ça n'a pas grand intérêt, c'est la fiche qui a été publiée dans les journaux, qui reprend les informations qu'on a pu voir nous sur le site directement. En revanche, on va s'intéresser aux autres documents qui sont le cahier des conditions de vente, procès verbal de description et dossier technique immobilier, donc ça va être les diagnostics. Je vous propose de commencer par le cahier des conditions de vente, on va les prendre dans l'ordre. Donc dans ce document, vous avez une grande partie des informations qui sont toujours les mêmes d'un dossier à l'autre. C'est un tronc commun, ce sont des informations sur la procédure, sur les démarches à accomplir avant, après la vente, les relations avec votre avocat, les obligations, vos obligations en tant qu'adjudicataire, les conditions pour acheter le bien, etc., etc., et des histoires de responsabilité et d'assurance. C'est très intéressant à lire. Pour autant, une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, qu'on les maîtrise, qu'on les connaît, il faut savoir que dans ce document, dans le cahier des conditions de vente, il y a une grosse partie, un gros morceau qui revient toujours et qu'il n'est pas indispensable de lire pour la vente spécifiquement. Alors, on a donc ici les infos relatives au bien. Donc pour rappel, le cahier des conditions de vente, il est rédigé par l'avocat poursuivant, qui est l'avocat qui gère la procédure. Il va nous permettre d'avoir quelques infos d'ordre juridique et administratif sur le bien. Ici, on a la personne qui poursuit la procédure. En l'occurrence, c'est le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Donc la procédure a été engagée pour défaut de paiement des charges de copropriété par le propriétaire du bien.
On a les titres en vertu desquels la décision de saisie a été poursuivie. Donc là, des jugements du tribunal judiciaire de Paris. On a la somme totale due. En l'occurrence, elle est quand même très faible par rapport au fait qu'on va lui saisir son appartement au propriétaire. Elle est de 5 384 €, donc c'est bien hors frais. Et qui représente, oui, on voit le détail, des intérêts légaux de retard et des charges et arriérés de copropriété, premier trimestre 2022, entre autres. On a des infos sur la procédure, je passe vite, hein. Désignation générale de l'immeuble, on en revient à l'immeuble en lui-même, on en revient au descriptif du bien qui représente les 40 millièmes des parties communes générales, donc de la copropriété de l'immeuble. On a des informations sur le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, toujours intéressant à voir. Autant de documents à demander à l'avocat puisqu'ils ne sont pas disponibles sur le site. Ce paragraphe sur l'origine de propriété est intéressant et nous permet de savoir depuis quand le propriétaire actuel est propriétaire. Là, on voit en l'occurrence que c'est depuis le 30 décembre 2016. Alors ici, ce sont des blancs tout simplement parce qu'on a caché l'identité des gens, du propriétaire actuel, mais aussi des personnes qui lui ont vendu le bien. Et on a, pour le coup, le prix qui a été payé. Ce n'est pas toujours le cas. En l'occurrence, il a acheté l'appartement 97 000 €. Ensuite, ce sont les informations dont je vous parlais tout à l'heure, pour commencer, qui sont des infos qui reviennent toujours. Les dispositions générales sur les ventes. Donc là, je passe. J'ai consacré une vidéo à la lecture de documents détaillés, donc je vous y renvoie. Je vous invite à la consulter si ça vous intéresse. Et je parle de ce tronc commun-là. Et enfin, on a ici pour finir la mise à prix, donc qui sera bien de 4 000 €. On peut aussi retrouver à cet endroit-là d'autres informations sur le déroulement des enchères, les différents paliers ou la faculté éventuelle de baisse des enchères. On en a fini pour la lecture du cahier des conditions de vente. On va s'intéresser maintenant au procès-verbal de description qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de d'écrire, d'avoir accès au descriptif du bien. Ce document, il est rédigé par un commissaire de justice, anciennement huissier de justice. Commissaire de justice, c'est le nouveau nom qu'il leur est donné. Et on va voir quelques photos et quel est le descriptif précis sur place du bien. Là, on retrouve les infos sur la nature du bien, etc., les décisions de justice. Et à partir de là, on attaque le descriptif. Je ne vais pas vous lire chaque mot du document. Le travail de lecture, vous pouvez le faire vous-même. Vous allez le voir passer là de toute façon. On va s'attacher plutôt aux généralités, aux photos, à l'état général du bien. On a d'abord un descriptif sur l'immeuble, la copropriété. Ici, un descriptif écrit, donc un immeuble élevé sur 4 étages, à 150 mètres du métro Barbès-Rochechouart. La façade de l'immeuble est vétuste et comporte de nombreuses fissures et désordres. Donc ça, c'est intéressant qu'ils le mettent parce qu'effectivement, on ne le voit pas nécessairement sur les photos. L'accès à l'immeuble se fait par une porte inventaille vitrée. Là, l'accès est commandé par un lecteur de badge. Elle ouvre sur un couloir, conduit un escalier qui dessert les étages. Les parties communes sont vétustes et défraîchies. Donc, pas d'ascenseur, on n'a qu'un escalier. Et les parties communes sont vétustes avec des peintures défraîchies. Au premier étage, blablabla. Donc là, il indique qu'il a essayé d'appeler plusieurs fois la personne, mais que la personne était absente, personne n'a ouvert. Donc, ils sont rentrés grâce au serrurier. Et ensuite, on a des photographies avec les différents descriptifs des matériaux employés. Donc là, ça va être assez sommaire puisqu'il s'agit d'un studio. C'est plus conséquent quand, évidemment, le bien en lui-même est plus conséquent et comporte plus de pièces. Du lino au sol, les murs et plafonds sont peints. Relativement défraîchi, tout ça. Chauffage assuré par convecteur électrique. Installation électrique obsolète. Bon, de toute façon, on aura le diagnostic électrique à aller voir. Sur la pièce principale, on a aussi à l'extrémité la cuisine. Bon, vétuste aussi, on voit que c'est un appartement qui est vraiment défraîchi dans son jus, comme on dit. Et la salle d'eau au bout qui est séparée.
a l'air d'être assez vétuste aussi, on voit les carrelages, peinture plâtre. D'accord, il y a eu quelques travaux. A priori, le chauffe-eau a été changé, le cumulus. Et les matériaux attenants n'ont pas été refaits. Voilà, il y a un petit fenestron dont la menuiserie est ancienne. Ça permet de voir l'état général. Donc il y a quand même une grosse rénovation à faire sur le logement pour le relouer ou pour y vivre, hein, d'ailleurs. Enfin, chacun voit midi à sa porte. Mais tout de même, il apparaît que pour y vivre dans des conditions normales et décentes, il est important d'y faire des travaux. Et ensuite, on a alors certains documents sur les diagnostics, certains éléments pardon, sur les diagnostics qui ont été faits, qu'on va pouvoir aller consulter. Donc là, je suis passé très vite, hein, effectivement, parce que les photos sont parlantes et elles sont insérées à différents endroits du document, mais c'est intéressant d'aller lire le détail, évidemment, parce qu'il peut y avoir d'autres informations. Ce document-là nous sert, en tant qu'investisseur, ou marchand de biens d'ailleurs, à nous faire une checklist des différents éléments à aller contrôler le jour de la visite. C'est tout l'intérêt d'avoir accès à ces documents-là avant. Je vous propose maintenant de jeter un œil au diagnostic, alors rapidement, parce que les diagnostics, pour le coup, ça n'est pas spécifique aux ventes aux enchères. On va retrouver tous les diagnostics qui sont obligatoires dans le cadre d'une vente immobilière, avec un résumé. Il faut faire attention au niveau de certaines procédures. Alors, de quand date-t-il cela? C'est inscrit par ici. Pas la date, tout simplement parce que, comme vous le savez, la loi en matière de DPE a changé, ce qui fait que certains DPE qui ont été faits il y a 2 ans, 3 ans, sur des procédures qui ont duré un peu plus longtemps que la moyenne, eh bien, ne sont plus valables aujourd'hui. Alors, c'est un bon indicateur pour autant. Ils sont plus valables d'un point de vue légal, c'est-à-dire qu'ils sont censés être refaits pour une vente, si vous faites un achat-revente. En revanche, ils sont toujours valables sur les informations qu'il contient, dans le sens où un logement classé G sous l'égide de l'ancien DPE va sans doute l'être aussi sous l'égide du nouveau. Là, on a le résumé finalement des diagnostics avec les différentes informations, donc sur l'amiante, les termites, risque et pollution, le DPE, l'électricité, etc. Donc avec des anomalies bien sûr. Puis ensuite, on va descendre voir document par document quelles sont les infos. Et on a bien un certificat loi Carrez, donc de mesurage, avec une surface au sol de 15 mètres carrés et légèrement inférieure pour ce qui est loi Carrez. Voilà pour l'étude des documents sur ce bien-là. Et maintenant, on va les regarder ensemble. Quel est votre travail à vous, investisseurs, qui souhaitez vous positionner, maintenant que vous avez ces infos-là? Alors maintenant qu'on a étudié ensemble les documents, voyons quel sera votre travail d'investisseur si vous souhaitez savoir s'il est intéressant de se positionner sur le bien. À ce stade-là, vous avez peut-être développé un intérêt parce que le secteur vous intéresse, parce que ce type de bien vous intéresse. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Il vous manque quand même des informations et il va falloir évidemment travailler beaucoup plus que ça avant de vous positionner et d'aller enchérir dessus. La première des choses à faire, ça va être de demander des informations sur la copropriété. Vous l'avez vu, on n'a pas les infos ici. Il faudra donc aller demander quel est le règlement de copropriété, quelles sont les charges de copropriété, quel est leur montant et aussi si sont disponibles certains PV d'AG qui nous permettent de savoir quels sont les travaux qui ont été votés. En l'occurrence, il n'y en a pas eu beaucoup vraisemblablement vu l'état général de la copropriété, mais malgré tout, c'est important d'aller poser la question. Alors il se peut que l'avocat poursuivant n'ait pas les infos, parfois parce qu'il a eu des difficultés lui-même à les obtenir. C'est notamment un cas qu'on va rencontrer lorsque le syndic de copropriété est un syndic bénévole. Ensuite, comme on l'a vu, le bien a un DPE en G, ce qui signifie qu'il ne peut pas être loué en l'état. Donc deux solutions, soit vous allez acheter votre résidence principale et libre à vous d'habiter dans la typologie de bien que vous voulez, avec une isolation extrêmement mauvaise et une consommation énergétique très forte, ça vous regarde, ça n'est pas interdit. Mais si vous êtes investisseur, et a priori c'est le cas si vous regardez cette chaîne, eh bien il va falloir nécessairement faire des travaux puisque les biens en G sont inlouables, il est interdit par la loi de les louer. Donc si vous souhaitez le louer et respecter le cadre légal, il vous est impossible de le louer, vous devez faire des travaux. Il va donc falloir pour vous estimer quel sera le coût de ces travaux, des différents postes de travaux, pour évidemment en tenir compte dans votre fixation d'enchères, parce que ça a un impact sur le coût global de l'opération pour vous.
Ensuite, avant de se positionner et de savoir à quel prix, à quelle hauteur d'enchère il est intéressant pour vous de vous positionner, il va falloir que vous estimiez le bien, que vous estimiez sa valeur de marché. Alors on va estimer soit une valeur en bon état sur un bien du secteur, et à partir de cette valeur, on va venir retrancher le coût des travaux pour nous dire à quelle hauteur on va se positionner, en tenant compte bien entendu de tous les frais. Ou alors, on va se dire que les travaux représentent tel montant et chercher des biens qui se sont vendus de façon comparative avec autant de travaux. Pour définir la valeur de marché du bien, je vous le rappelle, vous pouvez commencer à travailler pour avoir des moyennes de prix mais qui ne veulent pas dire grand-chose sur des sites comme Meilleurs Agents par exemple, mais ensuite il est indispensable d'aller voir des biens qui se sont vraiment vendus, opération par opération, sur des sites tels que DVF, tels que Patrim, qui sont très intéressants et qui vous permettront d'avoir gratuitement accès aux données de vente de biens immobiliers sur le secteur qui vous intéresse. Il y a une donnée évidemment très importante ici à prendre en compte dans le cadre de la fixation de votre enchère, c'est la donnée d'occupation du bien. L'appartement est occupé par son propriétaire manifestement, et si le propriétaire persiste et signe et n'a pas quitté le logement le jour des enchères, du moins le jour où vous devenez propriétaire, eh bien il va falloir vous en occuper. Il va falloir régler ce problème si vous souhaitez profiter de votre bien. Ça signifie qu'il va falloir peut-être engager une procédure d'expulsion. Et donc, évidemment, dans le cadre de la fixation de votre enchère maximale, vous allez devoir tenir compte à la fois de la durée et du coût de cette procédure d'expulsion éventuelle. On parle bien d'une éventualité puisque le jour J, il s'avère parfois que la personne a quitté les lieux, elle attendait la dernière minute pour partir, mais de peur d'être expulsée, elle s'en va le jour de l'audience ou quelques jours après. Justement, au passage, si vous souhaitez en savoir plus sur l'expulsion et la procédure et le coût que ça génère pour un investisseur qui va acheter un bien aux enchères, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'y avais consacrée, dans laquelle j'échange avec une ancienne consoeur à moi qui est commissaire de justice et qui nous détaille à la fois les démarches à faire, le coût, les étapes de procédure, mais aussi les démarches amiables à entamer avec l'occupant des lieux si vous souhaitez le faire partir de la façon la plus rapide et la plus intelligente possible. J'espère que cette vidéo étude de cas vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, avoir plus de données, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, une newsletter gratuite, un envoi par mois avec notamment des infos légales, des données de procédure, mais aussi des études de cas chaque mois. Vous pouvez aussi profiter du coaching gratuit 15 minutes que je vous offre et dans lequel on va pouvoir s'attaquer à votre projet, essayer d'avancer, peut-être le définir ou le redéfinir ensemble et voir s'il y a des opportunités pour vous aux enchères immobilières. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.